Ziggy jouait de la guitare, fantastique, avec la main gauche, toujours. Mais ça n'a rien à voir avec la rubrique qui arrive et qui s'appelle « À crampon rompu ». Ou à bâton rompu, si vous voulez, enfin à crampon rompu. Alors, deuxième partie de ce à crampon rompu avec Salim Lemrani. Hier, on a parlé de tes relations avec Bielsa, comment ça avait débuté. On a terminé un peu sur la période lilloise. On a commencé un petit peu par rapport à ce poste que t'a demandé Marcelo Bielsa. Il t'a fait venir comme interprète encore à Leeds, mais comme il avait remarqué que tu avais des relations, un feeling, quelque chose de particulier avec les joueurs à Lille, il s'est dit que, tiens, il pouvait te donner cette responsabilité, on est d'accord, afin que les joueurs de Leeds, si le feeling passait également, eh bien, tu puisses servir un petit peu de soupape et régler un certain nombre de problèmes, afin que lui, notamment psychologique, mental, le groupe, etc., un tel n'aime pas trop, comment on peut ranger ça, et ben là, afin que lui se consacre exclusivement au terrain et au jeu. Et alors là, qu'est-ce que tu as pu faire avec ces joueurs? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Comment ça s'est passé? Alors, j'allais dire avec les joueurs anglais, mais il y a maintenant 10 000 nationalités à Leeds, comme dans tous les clubs de haut niveau. Quand tu arrives en Angleterre, ça se passe comment? Le courant passe vite? Vous êtes mis dans les meilleures conditions d'un point de vue professionnel? Il y a une grande attente? Alors, je dois dire que les conditions offertes par Leeds étaient excellentes, étaient bonnes. Marcelo a pu travailler dans de bonnes conditions. Ouais. Lorsque je suis arrivé, moi, en pré-saison, au mois de juin, j'ai passé d'abord, je me suis présenté aux joueurs, j'ai mis à peu près 2 semaines pour observer le groupe, définir un petit peu les personnalités, les tempéraments de chacun, et puis voir un peu… mon rôle, entre autres, était basé sur la prévention. C'est-à-dire que je devais faire en sorte que les joueurs disposent des meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent eux aussi se consacrer uniquement au football. Donc, essayer de les accueillir. Alors, mes journées étaient longues, hein. J'arrivais le matin à 8h et je repartais le soir à 6h, un peu plus tard même en pré-saison lorsqu'on avait 2 ou 3 entraînements. Donc, mon but, c'était d'être à leur… ma fonction, c'était d'être à leur écoute et puis de répondre à leurs attentes, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation harmonieuse avec les joueurs qui étaient de générations différentes. Hein. Tu avais des jeunes de 18 ans et tu avais des personnes, des joueurs plus âgés de 33 à 35 ans, qui étaient de pays et de cultures différents, de milieux sociaux différents. Et donc, dans un groupe de 25-26 joueurs, il est important qu'il y ait un bon vivre ensemble, une bonne cohabitation pour pouvoir, et qu'il y ait des liens forts entre les joueurs pour pouvoir justement exprimer tout le potentiel du groupe sur le terrain. En définitive, c'est ce qui était important. Alors, comment, j'imagine que les joueurs, ils te testent et ils n'accordent pas leur confiance comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu des animaux sauvages. Il y a une concurrence je veux dire, footballeurs professionnels, il manque parfois de maturité, on le sait, ils sont un peu omnubilés par la compétition. Tu peux ne pas compter pour eux, tu es finalement le traducteur, le gars du coin. Comment, petit à petit, tu arrives à te retrouver là-dedans? Alors moi, j'avais un handicap, c'est que comme je suis un total néophyte dans le monde du football professionnel, je n'avais aucune légitimité. Donc moi, ma première mission, c'était de gagner le respect du groupe. C'est ça. Et de quelle façon j'ai fait cela? Eh bien, tout d'abord, j'ai effectué l'intégralité de la pré-saison avec eux. C'est-à-dire que toutes les courses, tous les efforts physiques, tous les exercices à faire, sauf les exercices footballistiques, bien évidemment, les exercices à faire au gymnase, je les faisais avec eux. Donc, j'ai gagné un peu le respect, entre guillemets, physique de la part des joueurs. Parce que tu as dû en chier, quoi. Parce que eux, ils sont jeunes, ils sont préparés. Toi, bon, je te connais, tu es quand même gaillard. Mais je veux dire, il y a des courses, surtout en pré-saison et surtout avec Marcelo Bielsa, j'imagine que physiquement. Donc, ils ont été sensibles à ça quand même. Ils se sont dit, le gars, quand même, c'est pas un bidon. Ouais, donc j'ai le souvenir d'avoir fait… il y avait un test effectué par Benoît Delaval, préparateur physique, qui est un super type,
Qui venait de Lille aussi. Hein, qui venait de Lille, voilà. Que Marcelo avait connu à Lille et il a vu que c'était un grand professionnel, en plus d'être une belle personne, et donc il l'a fait venir. Et donc il y avait un test de 4 fois 4 minutes à 17 km/h. Et moi, donc j'ai commis l'erreur de me lancer dans cette course. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Pourtant, je suis sportif. Hein. Donc, tu sais, c'est long, hein, 4 minutes à 17 km/h, fois 4, c'était long. Et donc, du coup, les joueurs ont vu que j'avais quand même des difficultés. J'étais bon dernier dans le groupe. Mais il y a eu à chaque fois parce qu'il y en a qui faisaient un tour ils me dépassaient d'un tour. Hein. C'était pour dire la différence de niveau. Donc, quand ils me dépassaient d'un tour, je recevais une petite tape sur l'épaule de soutien. Allez, Salim, lâche pas. Et donc, j'ai gagné le respect des joueurs de cette manière. Ensuite, tu sais que les joueurs professionnels doivent respecter un poids de forme. Chaque joueur à Leeds a eu un poids de forme à respecter, c'est-à-dire il devait perdre entre 2 et 7 kilos. Donc, le nutritionniste fixait la cible et Marcelo vérifiait tous les matins. Et moi, je devais faire en sorte qu'il soit au bon poids. Donc, du coup, pour avoir la légitimité, j'ai demandé également au nutritionniste de me faire un programme. Et moi, je suis passé de juin à septembre de 90 kilos à 82 kilos. C'était une souffrance. C'était une souffrance. Perdre 8 kilos pour quelqu'un de ma constitution, c'était énorme. Mais du coup, j'avais de la légitimité à aller voir les joueurs pour leur dire tu dois perdre du poids. Là, tu n'es pas ta cible du jour. Et respecter cela parce que je ne suis pas un sportif professionnel, je suis un sportif amateur et c'était beaucoup plus difficile pour moi de perdre du poids que pour eux. Je ne m'entraînais pas 2 fois par jour comme eux. Mais du coup, ça m'a permis déjà d'obtenir le respect et de 2, de comprendre la difficulté liée au régime. Parce que c'est des dur, fois, tu sais, des fois, le soir, tu prends juste un milkshake à l'eau. Et donc, un milkshake de protéines à l'eau, c'est ton dîner. Le lendemain, tu te dis super, je vais faire 300 grammes de moins. Tu vas te poser le lendemain à jeun. Tu fais exactement le même poids. Donc, moralement, c'est dur. C'est un peu démoralisant pour celui qui fait le régime. Ça m'a permis de comprendre un peu la situation des joueurs qui, des fois, n'étaient pas à leur poids de forme. Et donc, ça, j'ai gagné également le respect des joueurs grâce à cela. Et je dois dire que c'était un bon groupe. Il n'y avait pas de mauvaises personnes dans le groupe. Franchement, il n'y avait pas de mauvaises personnes. J'ai également le privilège de sympathiser avec l'un des leaders du groupe, qui est devenu un ami ensuite, Gaetano Berardi, et qui était très intéressé par ma fonction. Donc, du coup, quand tu as, le respect des leaders du groupe, ça facilite quand même ton travail, parce que les autres suivent. Lui, c'est quel poste et quelle nationalité? Alors lui, c'est un Italo-Suisse et il est défenseur central et il joue également défenseur latéral. Donc du coup, avec lui, je parlais tout le temps italien. Donc c'était top pour moi parce que je pouvais pratiquer mon italien. Avec d'autres, je parlais français. Il y avait un Gianni Alioski qui était… alors avec Gianni Alioski, c'était intéressant. Il est d'origine macédonienne, mais il est né en Suisse. Alors il parle donc italien également. Donc avec lui, on échangeait en italien et à chaque fois que je voulais avoir une conversation sérieuse avec lui, je parlais en français. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait naturellement. Et donc, du coup, lui, il savait que quand je venais m'adresser avec lui en français, ça c'était jovial, etc., qui rigolard et tout, il savait que c'était quelque chose de sérieux. Donc, je ne sais même pas comment ça s'est mis en place, ça s'est fait naturellement, tu sais. Donc, voilà, après, je parlais anglais, il y avait des Espagnols également, Pablo Hernandez qui était espagnol. Donc, c'était une expérience multiculturelle et multilinguiste extrêmement enrichissante. Et les autres leaders, c'était qui? Cooper, Calvin Phillips, Cooper, le capitaine, tu avais Dallas, tu avais Luke Aylin, tu avais Adam Forshaw, Pablo Hernandez. On avait un groupe. J'avais mis en place une série de rencontres, de réunions bimensuelles avec les leaders du groupe. Il y en avait 5. Donc, il y avait Ben qui m'accompagnait, Ben de Laval. Il y avait et les 5 joueurs, et donc on faisait une réunion tous les 15 jours pour échanger un petit peu, pour savoir qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc ça, ils ont beaucoup apprécié. Moi, ça me permettait d'être attentif aux différents problèmes et de les résoudre en amont. Alors, on a coutume de dire que le joueur français, enfin, surtout quand il est en France, il n'aime pas trop bosser physiquement. Eux,
ils se sont jamais trop plaints des méthodes et des entraînements intensifs et peut-être répétitifs aussi parfois de Marcelo, non? Ça se passait comment? Enfin, peut-être qu'il se plaignait un petit peu aussi, hein, des fois. Mais... Tu sais que Marcelo propose un football bien défini. Donc, c'est un football qui est exigeant, c'est un football merveilleux. Hein, quand il a piqué, quand on aime le football, on aime regarder les matchs de Marcelo Bielsa. C'est un football qui est exigeant physiquement et mentalement. Et donc, qui est basé sur la répétition, des longs entraînements et parfois répétitifs. Donc, bien entendu, il faut avoir la cohésion du groupe pour pouvoir assimiler ces charges de travail. Mais, étant donné, les joueurs sont réceptifs à ce qui leur permet d'avoir du succès. Ouais. On a eu la chance, alors d'une part, Marcelo, quand il arrivait à Leeds, il avait son prestige d'entraîneur international. Quand on a une réputation, tous les joueurs… Il peut gagner un peu de temps. C'est ça. Tous les joueurs ont été réceptifs. Le joueur anglais, j'ai même envie de dire, le joueur en Angleterre est un joueur travailleur. Ce n'est pas lié à une nationalité, c'est lié plus à une culture et à un championnat. Tout à fait. Le joueur en Angleterre est travailleur. Donc, il y a eu une réponse admirable des joueurs qui sont dévoués corps et âme au projet footballistique de Marcelo Bielsa. Il y avait l'objectif de remonter directement en première division, après quand même un purgatoire de 15 ans, tu vois, en championship et même en troisième division, parce que Leeds est même descendu à un moment en troisième division, c'est vrai. Ouais. Donc, on a eu également eux, ils ont vu concrètement que les entraînements proposés par Marcelo Bielsa leur permettaient de jouer un football dont ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de le proposer, et surtout d'avoir des résultats immédiatement. Et comme dit Marcelo, les gens sont toujours réceptifs à ce qui leur apporte du succès. Et oui, donc, du coup, c'est très juste, oui. Donc, du coup, ils ont été… c'était exigeant pour eux, hein, c'était pas facile. Hein, c'était pas facile, mais il n'y a pas eu… Personne n'a rechigné au travail parce que leurs efforts ont été immédiatement récompensés par une bonne série de résultats positifs. Comment tu peux expliquer que Bielsa a cette force de mettre des joueurs dans une situation de qualité que les joueurs n'imagineraient même pas, si tu veux, d'un point de vue déjà individuel? Marcelo Bielsa a une carrière de plus… Ça a été un footballeur professionnel, une carrière modeste, mais modeste en plus, oui. Et c'est surtout un entraîneur qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc, il est capable de voir en un joueur son potentiel. Et il est capable de voir en un joueur que l'on peut considérer au premier regard comme moyen son potentiel. Parce que les grands joueurs, tous les entraîneurs voient leur potentiel. Bien sûr, oui. Même lui, il a la capacité de détecter, de déceler chez certains joueurs on ne voit pas leur potentiel et leur capacité qui échapperait à d'autres entraîneurs. C'est vrai. Et donc, du coup, et puis c'est quelqu'un d'une grande intelligence, c'est quelqu'un qui dispose d'une grande connaissance footballistique et d'une grande intelligence naturelle, et liée aussi à général, Donc, il a donc cette capacité à convaincre par des arguments rationnels les joueurs qu'ils sont capables d'évoluer à ce niveau et surtout qu'ils sont capables d'affronter n'importe quel adversaire dans des conditions d'égalité. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de non, c'est pas facile. Bien sûr. Je ne dis pas persuader, parce que persuader, il y a un côté un peu irrationnel. Convaincre, c'est qu'il est capable de convaincre rationnellement les joueurs qu'ils sont capables d'évoluer au plus haut niveau et qu'ils n'ont ils n'ont pas à aborder un match avec un complexe d'infériorité. Il prend toujours l'humilité, Marcelo Bielsa. Il faut être humble. Mais il ne faut pas débuter avec un match avec un complexe d'infériorité. Et on est capable de les battre. On est capable de les respecter et de les battre. Et il a fait ça avec toutes les équipes qu'il a pu entraîner. Hein. Tu vois les témoignages au Chili de Medel, par exemple, qui disait avant, il a changé notre façon de penser parce qu'il nous a démontré qu'on était capable de battre n'importe qui. Et lui, il dispose de cette vertu indéfinissable. Ça, c'est quelque chose qu'il a en lui, ça ne se travaille pas. Surtout que quand il prend le Chili vient de rater les 2 dernières Coupes du Monde. Donc, le footballeur chilien, je veux dire, a un complexe et les remontées comme ça. Écoute, Salim, déjà 14 minutes, mais c'est parfait parce qu'on va se revoir. On va faire des doublettes comme ça, si tu en es d'accord, parce que bon, on a 10 000 choses
ensemble à parler, des choses qui sont dans ton bouquin. Tiens, remontre-nous le bouquin pour les gens qui ne connaissent pas, aux éditions Marabout. Voilà. Et toi, en fait, non, mais je ne vais pas plus loin parce que sinon, on va aller jusqu'à 20-25 minutes. On ne va pas s'arrêter. À crampon rompu. Ou à bâton rompu, si vous voulez, enfin à crampon rompu.